Bonjour, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, c'est le sujet de la voiture autonome. Pas besoin de le dire, je pense que c'est bien écrit. N'ayant que 30 minutes, je vais raccourcir et j'ai énormément raccourci le diaporama et j'ai enlevé des éléments parce qu'il y avait trop de choses. Ça allait durer 1 heure. Et donc j'ai décidé de me focus sur un sujet de la voiture autonome et notamment mon projet, parce que mon projet est une occasion pour Alésia, du coup, de pouvoir parler de l'intérieur d'un véhicule autonome dans un cas concret et ouvert. Il n'y a pas de choses cachées comme Tesla, tout ça. Je veux parler vraiment de l'intérieur de la voiture autonome vers vous, du coup, comme j'ai un bon exemple. Voilà, donc le diaporama, la présentation est séquencée en 4 parties. Il y aura les généralités. Donc, qu'est-ce qui est autonome? Comment elle décide? Comment elle se déplace? La théorie versus la réalité et les niveaux d'autonomie. Ensuite, nous parlons des acteurs présents. Je vais être très rapide parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Là, pareil, j'ai fait beaucoup de filtres. On va parler des constructeurs qui sont sur le domaine. Je vais parler aussi des capteurs et du fonctionnement des capteurs. Donc comment le lidar, le radar, le sonar, la caméra et comment ces capteurs voient l'environnement et ensuite comment tout ça s'est fusionné pour ensuite faire agir la voiture. Et ensuite, je vais vous parler de mon projet de le rétrofit de la Peugeot 205. Et c'est parti. Donc, nous allons commencer sur les niveaux d'autonomie, parce qu'à chaque fois qu'on parle de la voiture autonome, il y a toujours ce tableau qui est présent, qui est assez explicite et concret. Il s'agit tout simplement des niveaux qui ont été réfléchis et appliqués selon, j'ai plus la source, c'est un truc européen, international, et qui permet du coup de donner à un véhicule d'un constructeur tel niveau d'autonomie et tel niveau. Moi, je vais me concentrer sur entre le 4 et 5, voire un bout du 3, parce que ces 3 niveaux ont tous des capteurs en commun, un fonctionnement commun. Et c'était le niveau 5, des fois, il y a des véhicules sans pédale, sans volant. Mais il y a des cas où il y en a. Donc, je vais me concentrer sur ces 3 niveaux-là parce que c'est le seul où il y a des points en commun. Donc, entre un véhicule classique et un véhicule autonome, qu'est-ce qui est autonome? En premier lieu, et c'est flagrant, le fait que les véhicules modernes sont tous robotiques. Ils ont tous de la mécatronique, ils ont tous un système embarqué qui permet de piloter certains éléments. Et il y a des systèmes embarqués où en fait l'utilisateur n'a pas forcément besoin d'actionner les interactions avec le véhicule. Il y a par exemple le volant, la direction du véhicule qui est robotisée. Nous avons les pédales, le frein, et éventuellement l'embrayage si la boîte à vitesse n'est pas automatique, et les signaux lumineux. Donc ça fait tout un ensemble d'un véhicule qui est robotisé comparé à un véhicule classique. Ensuite, comment elle sait ce qu'il faut faire? Alors je vais entrer en détail plus tard sur les capteurs, et notamment les logiciels, mais un véhicule autonome sait ce qu'il faut faire par rapport à ce qu'il perçoit, par rapport à ce que voit la voiture. Donc pour ça, un véhicule, donc j'ai mis des icônes, je ne vais pas rentrer en détail, une voiture autonome a majoritairement des caméras, voire même des radars, des sonars, et même des lidars, qui permettent de compléter du coup ce que voit la voiture. Une voiture autonome, dans la partie logiciel et action, nous avons 3 parties distinctes. Les 3 parties, c'est la perception. Un véhicule autonome doit percevoir son environnement, il doit pouvoir ensuite décider. Donc il y a le module de décision avec des algorithmes, des IA. Mais pour décider, il n'y a pas que voir uniquement son environnement, il y a aussi savoir l'état actuel physique du véhicule. Donc la vitesse, la position du volant, la position des pédales, les signaux lumineux, la température de ci, la température de ça. Et en fait, le module de décision part du coup avec la voiture et la voiture parle avec le module de décision. Donc en fait, les deux s'échangent des données. Je vous parlerai en détail plus tard, justement avec l'exemple de la Peugeot 205 où je parle de cette partie-là en plus en détail. Donc, comment elle se déplace? Alors, il y a plusieurs façons, plusieurs manières où un véhicule autonome se déplace dans le monde. Il y a des chemins prédéfinis et des chemins improvisés.
Les chemins prédéfinis, c'est souvent majoritairement des lieux qui sont cartographiés. Et des chemins improvisés, c'est souvent des lieux où c'est pas cartographié, voire des cartographies dynamiques. Je vous explique après pourquoi. Dans un cas des chemins prédéfinis, donc c'est une sorte de tunnel, il y a une route et la voiture n'a pas le choix de prendre cette route-là. C'est par exemple le cas pour Navia. Il y a des chemins prédéfinis et la voiture ne peut pas sortir de ces chemins. Exception, des fois, il y a d'autres chemins qui sont cartographiés pour aller ailleurs si jamais l'autre point est bouché. Donc le véhicule doit rester dans son environnement, il doit rester dans son tunnel. Et il y a des cas où le repasse improvisé, c'est la voiture type Tesla peut d'aller à gauche, à droite, dans une autre rue et changer de lieu, etc. Sans forcément avoir une cartographie. Ensuite, nous avons 3 niveaux de cartographie. Nous avons les environnements cartographiés. Donc il y a déjà un véhicule qui est déjà venu avec des équipements spéciaux cartographier son environnement. Ou alors, il n'y a rien du tout. Le véhicule est posé au milieu de la ville, hop, tu te démerdes. Et il y a la cartographie dynamique, donc par apprentissage. Donc en fait, c'est la voiture autonome qui elle-même va apprendre son environnement et ensuite pourra éventuellement revenir sur ces lieux et améliorer ce qu'elle a vu précédemment. Donc, je vais schématiser tout ça avec des animations PowerPoint, parce que je suis un BG. Non, je suis un peu nul au PowerPoint, mais disons que je me débrouille. Alors, en fait, là, on parle d'un environnement qui a été pré-cartographié. Donc, la voiture a en mémoire, du coup, les virages, les priorités à droite, les panneaux de signalisation. Donc, pas de problème, la voiture joue très bien là-dessus. Dans un environnement non cartographié, le véhicule doit découvrir ce qui se passe dans l'environnement, et après, elle l'oublie. Elle voit un truc, elle agit, et après, elle passe. Elle n'enregistre rien. Et dans un environnement cartographie dynamique, donc évolutive, par apprentissage, le véhicule va mémoriser tout ce qui se passe sur la route. Hop, il le mémorise, les virages, les priorités à droite, les panneaux de signalisation, les feux, etc. Tout ça, c'est packagé dans le véhicule. Ah, il y a une animation qui a sauté. Oui, bon. Et packagé dans le véhicule. Et ensuite, la prochaine fois qu'il va revenir dans ces lieux, et qu'il y a, par exemple, pour ce cas-là, un panneau de signalisation en moins, le véhicule va simplement checker ce qui existe déjà et enlever ce qui n'existe plus. Hop, il a mémorisé ça. Pas de problème. Et en fait, tout ça, dans certains cas, peut être distribué sur d'autres véhicules autonomes. Ce qui permet aux autres véhicules autonomes de pouvoir avoir la cartographie que les autres voitures ont vue. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. En vrai, la cartographie est envoyée dans un serveur qui va devoir filtrer, segmenter toutes les parasites, toutes les feuilles d'arbres, tous les piétons, les voitures garées, pour pouvoir avoir des routes propres pour les autres voitures qui vont arriver. Donc ça demande beaucoup de travail. Voilà, ça c'est la partie théorie aussi. Ensuite, comment la voiture fait pour comparer ce qu'elle voit et ce qu'elle a en mémoire? En fait, c'est tout bête, c'est la comparaison par ratio. En gros, il y a un mur, et en fait, il faut que la voiture se déplace à un moment donné où que le mur correspond avec le mur. Là, pareil pour les signalisations, les virages, le véhicule va se centrer par rapport à ce qu'il a en mémoire. Est-ce que c'est fidèle à ce qu'elle voit, à ce qu'il a en mémoire, pour faire la correspondre? Et souvent, il y a le GPS qui est impliqué parce qu'on enregistre aussi la position de GPS pendant qu'on enregistre les panneaux, les virages, etc. Donc voilà pour cette partie. En théorie, alors, ce qui est vendu auprès de chez nous, une théorie, une voiture autonome fait face à toutes les situations d'urgence, mise en sécurité en cas de problème technique, détection de tout obstacle et être vivant dans toutes les situations, et les réflexes supérieurs à l'homme. Dans la réalité, c'est un petit peu faux, un petit peu vrai. Dans la réalité, les véhicules peuvent effectivement faire face à toutes ces situations d'urgence. Beaucoup de cas ont été développés, beaucoup de cas ont été simulés, testés, mais malheureusement, il y a un cas qui est assez problématique, c'est les cas de problèmes techniques. Alors, un humain a l'accès mécanique du volant et ainsi que des pédales, que quand il y a une panne électronique qui vise par exemple le volant, si le volant ne peut plus tourner, on peut se retrouver dans le décor, un problème de direction, etc. Donc là, voilà, sécurité en cas de problème technique, bon, c'est assez rare quand ça arrive, mais c'est fatal. Et ensuite, détection de tout obstacle et être vivant. Alors oui, ça c'est performant. Par contre, ça dépend des situations, parce que des fois, il y a des situations improbables. Je vous montre l'exemple avec Uber, qui s'est passé avec la voiture autonome Uber en Arizona. C'est qu'il y avait un cas où la voiture autonome a écrasé un cycliste, enfin a renversé un cycliste sur des voies rapides.
Alors vous allez me dire, qu'est-ce que fait un cycliste en perpendiculaire à pied sur des voies rapides? Qu'est-ce que fait un cycliste en perpendiculaire à pied sur des voies rapides? Je ne sais pas, l'humain. Et en fait, le développeur de l'environnement en 3D a juste décrit que s'il voit autre chose que des voitures, et ben c'est des faux positifs, parce que c'est improbable qu'un vélo marche en perpendiculaire sur des voies rapides. C'est improbable. Et ben si, ça arrivait. La connerie humaine, quoi. Voilà, donc ces genres de cas, en fait, malheureusement, il faut tout prévoir, et c'est à cause de ça que la voiture autonome a du mal à se faire de la place. C'est à cause de ça, de l'humain. Ensuite, le réflexe supérieur à l'homme. Alors là, je peux vous dire que oui. Le réflexe, il est instantané. Par contre, il faut que la décision soit bonne. S'il faut vraiment freiner, là, ça freine en moins de 200 millisecondes. C'est waouh. Que nous, on met à peu près 1 seconde et demie à comprendre. Ah mince, bah trop tard, les sur les roues. Hop, c'était pas drôle. Ensuite, bah oui, bah rien n'est parfait. Une voiture autonome n'est incapable de différencier un bitume frais et un bitume dur. Donc malheureusement, ça fait des incidents. Par contre, le véhicule, oui, il se met en sécurité parce qu'il se rend compte que du coup, l'odométrie n'évolue plus, les roues ne tournent plus. Donc ça alerte et ça permet de pouvoir mettre en sécurité le véhicule. Mais bon, en sécurité dans du ciment, oui, ouais. J'ai rien à dire là-dessus. Je vous parle des acteurs actuellement présents. Désolé, je passe un peu vite là, je veux le chronomètre qui passe. Donc je vais passer pareil très rapidement sur les constructeurs, pour qu'on puisse avoir un visuel à quoi ressemblent les voitures autonomes dans le monde. J'en passe quelques-uns, je ne les passe pas toutes parce qu'il y en a énormément. Nous avons Yamo, donc c'est Google, depuis 2010 ils sont dessus. Nous avons General Motors, Cruise, donc General Motors qui a racheté Cruise à l'époque. Nous avons Amazon Zoox, qui lui est très populaire, il marche très très bien. Nous avons, et vous avez forcément connu, Navia, avec le minibus autonome à Confluence et l'autonome cab. Je vous explique après pourquoi, j'ai beaucoup de choses en similitude avec la Peugeot dessus. Et notamment EasyMiles, qui est situé à Toulouse, qui sont là depuis 2014. Maintenant, je vais passer aux choses un peu plus techniques, les capteurs et les fonctionnements techniques. Donc, je vais commencer par le LiDAR, parce que c'est juste le capteur du Saint Graal, c'est le capteur de Jésus, c'est vraiment le capteur qui fait tout, qui permet d'avoir factuellement les obstacles détectés. Bien sûr, il y a d'autres capteurs qui fonctionnent très bien, mais le LiDAR c'est l'appareil le plus utilisé. Exception chez Tesla, il n'y a pas de LiDAR, c'est que des caméras. Je vous explique. Alors, le LiDAR, on va commencer par le LiDAR 2D. C'est tout simplement un faisceau électrique un faisceau lumineux qui pivote à l'intérieur du périphérique. Ce faisceau va taper sur des objets solides, mous, ou alors enfin tout type d'obstacles, même les gouttes de pluie, la neige, pour les refléter, les revenir vers le périphérique. Et en fait, quand on fait de la représentation 3D ou 2D, nous avons ce que vous voyez ici en noir. Donc c'est un peu le fonctionnement d'un aspirateur robot, ça fonctionne pareil, il voit les murs, en fait il va aller là où il y a d'espace libre, là où il n'a jamais navigué. Contrairement à un lidar 3D, c'est pareil, sauf qu'il y a plusieurs couches l'un au-dessus de l'autre. Donc ce qui permet d'avoir plusieurs couches de faisceaux laser. Il peut en avoir 16, 32, 64, 128, 256. 256, c'est vraiment les plus chers, ça vaut 20 000 euros. Là, le lidar que je vais vous présenter, que j'ai rangé, il vaut 4 000 euros. Bon, j'ai un petit peu négocié parce qu'ils ont trouvé le projet séduisant à l'achat. Donc j'ai des lidars à la maison. Je vous explique ensuite après ces diapositives. Donc le radar maintenant. Donc le radar, c'est différent d'un lidar. Forcément, ça marche par les ondes radio. Radar pour radio, lidar pour lumière, sonar pour son. Ce dispositif détecte principalement les objets solides, qu'ils soient métalliques ou non. Ces radars utilisent des ondes radio pour mesurer la distance entre la voiture et les objets environnants. Et donc, c'est pas conçu pour détecter les éléments biologiques vivants. C'est fait pour détecter le solide. Bah, typiquement, par exemple, les eaux, ça peut se refléter. Donc, le radar, voici comment elle voit son environnement. Donc, c'est juste une sorte de concentration d'ondes à une zone qui permet de déterminer qu'il y a quelque chose ici. Et c'est là que la caméra va pouvoir redonder l'information. Ah oui, il y a une voiture. Ah, il y a un vélo avec un châssis en métal. Et d'ailleurs, le lidar peut aussi compléter du coup ce que voit le radar. Donc en fait, il faut que les capteurs puissent voir la même chose en même moment.
Le sonar, donc le sonar est pas non plus pour aller chercher des paquebots enfoncés dans les fonds marins. Le sonar dans dispersion dans l'air est pas très très efficace. Ça marche à certaines distances et au-delà, c'est un peu. Faut pas faire confiance. C'est pour ça que le sonar il est là pour détecter les objets de près. Donc les murs, les poteaux, même les piétons qui passent derrière les voitures, parce qu'aujourd'hui ça existe. Donc c'est bien fait pour détecter les objets de proximité. Donc c'est des informations en plus pour la perception dans son environnement. Et nous avons ensuite la caméra. Nous avons plusieurs formes de caméras. Donc j'en ai pris 3 modèles, dont celle que vous avez à la photo, c'est celle que j'ai avec moi. Donc ça c'est celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez encore bien la caméra, mais je vous explique après le fonctionnement. Donc la caméra, donc l'image que je vais vous présenter, c'est pas ce que voit la caméra, c'est ce que l'ordinateur va générer. Donc les images qu'on voit ici, ce sont des images que l'ordinateur a générées suite aux images de la caméra. Parce qu'en vrai, c'est une image crue. Donc là, on voit de la segmentation de la route et détection d'objets. Ensuite, l'architecture capteur d'un véhicule autonome. Comment les capteurs sont positionnés dans un véhicule. Alors je vais vous faire un architecture que j'ai improvisé, mais qui est assez général parce que la plupart des constructeurs font à peu près pareil. Nous avons régulièrement des lidars de type Scala, donc des lidars à 4 couches qui viennent zoner sur les côtés du véhicule. Nous avons notamment un lidar de longue portée qui va zoner toute la partie avant du véhicule jusqu'à 200 mètres, voire plus. Nous avons des radars de longue portée devant et derrière, et ainsi que des sonars de courte portée qui va faire tout le tour du véhicule, qui est très utile en ville quand il faut rouler doucement, parce que sur autoroute ça sert à rien, on désactive, parce que moindre feuille qui passe devant, vous n'aimez pas la scène. Et ensuite des caméras qui va rondonner tout ce que voient les capteurs. Donc les caméras, c'est un autre fonctionnement, c'est par d'autres algorithmes, et elles sont là pour redonder ce que voient les capteurs. Donc nous allons prendre l'exemple de la caméra pour la fusion multicapteur. Donc ça c'est moi, c'est mon garage. Là c'est la vue couleur, la vue normale d'une caméra. Donc c'est celle que je vous ai montrée. C'est une caméra stéréoscopique avec 3 caméras et il y a une espèce d'un mini lidar, un petit faisceau laser qui permet de redonder la profondeur. Et vous voyez la vue que ça donne. Donc plus c'est proche, plus c'est rouge, plus c'est éloigné, plus c'est bleuâtre, noir. Ça, c'est une coloration qu'on donne dans le logiciel. En réalité, c'est gris, la coloration. Et en fait, cette représentation de profondeur, on peut la représenter en 3D dans un logiciel. Là, pour le coup, vous avez le logiciel perception de la 205. C'est ce que voit du coup la 205 en temps réel. Le lidar, pareil, c'est juste des faisceaux laser. Il va pouvoir taper sur le sol, sur les murs, jusqu'au plafond, parce que du coup, le champ de vision, il est large. Et on va devoir filtrer justement ce qui est en trop. Donc voilà un aperçu de ce que voit le lidar. Et quand on fait le fusion entre les deux, pour fusionner le lidar et une caméra, et ben c'est très simple, tout se passe niveau logiciel dans le logiciel de perception. Là par exemple, on voit que quand j'ai allumé, la caméra est complètement de travers par rapport au lidar, alors que le lidar et la caméra sont côte à côte. Il suffit que logiciellement, on lance une calibration pour avoir les murs en commun ou les obstacles en commun, ou alors une calibration manuelle, on tapote à la main le bon angle qu'il faut pour que les deux capteurs voient la même chose. Et grâce à ça, ça permet de pouvoir générer des obstacles formels sous forme de cubes en rouge. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce que voit du coup en finalité le logiciel de perception. Et c'est lui qui va du coup décider qu'il y a un obstacle ici, grâce aux obstacles en commun. Et ça, c'est envoyé dans le menu de décision. J'ai quelques minutes de retard. Là, je vais vous parler du coup de ma projet de Sosac. Donc, je ne vais pas parler de ma Bolloré Boucard parce que pareil, ça prend beaucoup de temps. Parce que les deux projets, c'est un projet en commun entre une électrique et une thermique. Je vais d'abord parler de Navia parce que tout a commencé chez Navia. Alors, je vous explique. Mes débuts d'expérience chez Navia dans le véhicule autonome, c'est le minibus que vous avez vu tout à l'heure. J'ai commencé sur le minibus qui est au fond là, où il y a ma tête. Et en fait, on avait commencé à fabriquer un nouveau véhicule. Donc, on est parti d'un châssis en bois avec des moteurs, des fils de partout, un prototypage. Et c'est là qu'en fait, ce véhicule qui a commencé à être construit m'a fait énormément monter en compétences. Donc là, vous avez une photo du coup du premier prototype qui est l'Autonome Cab. Donc c'est le véhicule taxi robot qui était présenté sur l'Est de Las Vegas
Et c'est là-dessus que j'ai énormément monté en compétences et que je me suis intéressé au fonctionnement technique et électronique. Et c'est là que du coup la passion de la voiture autonome est née. Et en fait, bah, je devais avoir un CDI chez eux. Et en fait, l'alternance au CDI, bah, on m'a prévenu le soir même, la veille du contrat, que mon CDI est annulé. Et personne n'était au courant. Donc le lendemain, j'étais au chômage, je ne le savais pas. Donc j'étais tellement de colère que du coup, j'ai commencé à faire dans mon coin pendant mes heures de chômage un petit logiciel neuronal qui permet de reconnaître 4 pixels dans une image. Je suis parti à l'improviste. Je n'y connaissais rien en neurones. Je me suis juste dit qu'en fait, il y avait un système d'apprentissage récurrentiel sur des valeurs. Donc j'ai fait ça. Ça marchait pas, ça marchait un petit peu. Et au point que du coup, j'ai commencé à faire un logiciel qui permet de reconnaître le relief des objets, comme vous voyez ici avec le fond rose. Donc nous avons l'image gauche et droite qui est le parallaxe des yeux. Donc ils sont légèrement imbriqués, les cubes, et ça donne un relief de l'image. Du coup, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant. Maintenant, si je m'achète 2 caméras qui sont là, hop, j'ai encore un prototype qui est ici, imprimé en 3D. Et ces 2 caméras, en fait, va permettre de remplacer du coup les 2 images de cubes et les tester en temps réel. Donc bien sûr, je me suis beaucoup aidé sur des tutos sur internet, tout ça, parce qu'on ne fait pas ça tout seul, ça prend des années. Mais du coup, j'ai commencé à tapoter là-dedans et ensuite pouvoir enfin sortir du relief grâce à 2 caméras. Donc j'ai résolu une problématique que Navia avait à l'époque, qui n'ont pas réussi à résoudre, avant de passer 100% sur LiDAR. Parce que LiDAR, on est d'accord, c'est simple, il voit, c'est bon. Que la caméra, c'est plus complexe, par contre, ça coûte beaucoup moins cher. Je vais vous parler du 3D. Alors, c'est un peu atypique de dire ça en plein démo. C'est un moteur de jeux vidéo 3D. Il a une très grande importance un peu dans mon enfance, mais aujourd'hui, avec ce projet, je vous explique très rapidement. Alors, entre mes 10 et 14 ans, j'ai commencé à développer mes premiers jeux vidéo sur un moteur de jeu qui s'appelle du 3D, comme j'expliquais. Voilà, un plagiat de Minecraft avec des cubes, des sous-tables. J'ai aussi fait un plagiat de Garry's Mod, pour ceux qui connaissent, pour jouer avec des objets. J'ai fait un jeu de construction-destruction. J'ai fait aussi un jeu de Wii pour esquiver des cubes et attraper les pièces. Et c'est là qu'en fait, ces petits cubes que vous voyez, bah, c'est là que des années plus tard, je me dis, bah tiens, il y a un truc qui peut se faire quand j'ai commencé à taponner sur la voiture autonome. Je vais vous mettre l'image, vous allez comprendre. J'ai acheté une caméra infrarouge stéréoscopique. Donc pareil, c'est une caméra à double caméra avec un petit faisceau laser qui permet de redonder l'information de profondeur. Et en fait, bon, je vous ai un peu con, désolé, j'étais content. En fait, les cubes que vous voyez sur l'écran en bleu, ça c'est le rendu 3D qui vient du moteur de jeu vidéo de 3D. Et ben j'ai repris ces cubes, je les ai mis tout petits et j'en ai mis 500. Et en fait, la position des cubes se fait en X en largeur de l'image, en Y en hauteur de l'image en gris que vous voyez ici. Et ensuite, la profondeur, donc la position du cube en profondeur, en Z, et ben, il se positionne par rapport à la couleur du pixel qui est sur l'image. Plus c'est noir, plus c'est loin, plus c'est blanc, plus c'est près. Et en fait, en toute logique, sans faire des algorithmes compliqués, et ben, on voit le relief en 3D, ce que donne la vision 2D d'une caméra. Et là, bah, j'étais super content, ça se voit à l'image, je suis un peu con, un peu pitre, mais j'étais super heureux parce que ça y est, je commence à faire un truc sérieux. Et là, ça commence. Et là, le projet commence à naître, c'est Philly Software. C'est le fameux logiciel de voiture autonome. Donc, je vous montre un premier aperçu ce que ça donnait quand j'ai testé dans mon garage. Donc, j'ai pris une voiture de course d'un jeu vidéo, je ne sais plus ce que c'était, c'était un jeu des années 90. Et en fait, on peut voir avec 2 caméras, du coup, on voyait à peu près les murs, le plafond, mais rien n'était à l'échelle. C'était vraiment une première image. J'étais super content. J'ai fusionné 2 caméras. Donc la suite vient, voilà, je commence à améliorer et je me rends compte que du coup, plus il y a de cubes, plus l'ordinateur il est en PLS, plus ça rame. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai optimisé ces formes de cubes en espèces de gros cubes. En gros, on va mettre tous les petits cubes dans un cube pour ensuite les supprimer, ce qui permet de réduire fois 100 le nombre de cubes. Et c'est là que va intervenir du coup le concepteur du 3D, parce qu'on parlait beaucoup ensemble, mais on ne s'est jamais vu de la vie. Et en fait, cette personne a intégré la notion de nuage de points. Donc, au lieu que ce soit des cubes, ce soit des particules, mais directement gérées dans le moteur 3D. Et ça, par contre, les performances, on a gagné parce qu'on peut mettre genre 10 millions de cubes, de particules. Et là, par contre, ouais, je peux mettre des lidars de partout et ça va tenir. Donc voilà. Donc là, je vais vous présenter mon cobaye, ma petite Peugeot 205. Donc j'ai enlevé le panneau à LED devant pour que ce soit plus joli. Et il y a une prise T2. Si vous avez des questions, je vous explique après pourquoi il y a une prise T2 qui est branchée sur une voiture thermique.
Donc, tout a commencé en robotisant la direction électrique. Donc, j'ai récupéré une direction assistée d'un véhicule type Bolloré, qui était en déchetterie. Je l'ai modifiée pour qu'elle soit passive. En gros, elle m'aide pas pendant que je conduis. Comme ça, j'ai pas besoin de passer les homologations des mines, parce que quand tu as une conduite modifiée, tu es obligé de faire homologuer le véhicule. Pour ce coup, je l'ai modifiée pour qu'elle soit pas assistée, mais qu'elle soit pilotable par une autre carte qui est extérieure à la direction. Ensuite, pour que cette direction fonctionne, il faut que je mette des capteurs dans le véhicule. Donc j'ai inséré au niveau de l'essieu de direction. Donc sur la crémaillère, un capteur. Donc la crémaillère de direction, c'est cette pièce qui est ici. C'est une pièce qui va bouger à gauche et à droite pour faire pivoter les roues. Et en fait, cette pièce, il faut que je mesure la position à gauche, à droite en degrés. Et c'est grâce à ces capteurs. Par contre, il va falloir que je mette aussi de la sécurité, donc des capteurs de butée, pour être sûr que du coup, ça ne trompe pas trop à gauche ou trop à droite pour pas casser la mécanique, parce que le moteur il est puissant. Du coup, j'ai mis des capteurs de butée qui permettent de buter à gauche ou à droite. Et ça me sert aussi de calibration pour connaître le max à gauche, le max à droite. Une fois que tout ça est en place, et ben, j'ai pu mettre en place du coup la direction directement sur le châssis de la 205. Euh, et je l'ai rendu pilotable par une manette Xbox parce que je trouve ça pratique de tester le matériel, tester les puissances, plus de puissance à gauche, plus à droite, le max, le minimum, etc. Donc ça a avancé, j'ai commencé à adapter tout ça et finalement, bah voilà le résultat final. Ça c'est une photo qui date il y a 3 jours. Ensuite, niveau des pédales, j'ai pas beaucoup de photos. Par contre, j'ai une vidéo qui est assez concrète. C'était pendant mes tests en autonome. J'ai fait des tests directement en désactivant le mode autonome. On voit comment se comporte. Et on voit du coup dans la vidéo que je désactive le fonctionnement de la pédale. Et ça va remettre l'embrayage dans son état initial. On va dire, mais comment ça marche? En fait, c'est simplement un jeu de câbles. C'est comme un pantin, c'est un jeu de câbles qui est derrière la pédale, qui va tirer ou alors relâcher la pédale. Et comme la pédale, il y a un ressort qui le relâche, simplement, naturellement, la pédale va se relever. Donc du coup, voici comment est foutu derrière la carrosserie du perçage et adaptation à des câbles type de frein de VTT ou de câble d'embrayage, peu importe, c'est du câble solide. Ensuite, on a aussi modifié le compteur du véhicule. J'ai installé ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, un capteur odométrique qui permet de compter la vitesse du véhicule, le nombre de tours que fait le petit trou, pour connaître la vitesse en km/h du véhicule, pour adapter du coup le frein et l'embrayage, et l'accélérateur aussi. Je vais vous parler aussi de la Powerbox. C'est un élément qui ne fait pas forcément partie de la voiture autonome, mais qui est présent dans ma 205 parce que la 205 n'est pas prévue pour électrifier l'informatique. Donc du coup, j'ai dû me fabriquer une boîte qui permet justement d'alimenter les périphériques de mon véhicule, donc mes capteurs, mes PC, mes écrans, les lumières, etc. Et dans ce boîtier, il y a toute une sécurité que j'ai mis en place et je suis plutôt content. J'ai mis du coup un disjoncteur, j'ai mis un filtre 12 volts pour avoir un bon 12 volts parce qu'un alternateur 205 à l'époque, ça passe de 12 volts à 15 volts, donc c'est pas très stable. Surtout si tu mets les lumières, c'est encore pire. J'ai mis aussi des fusibles, j'ai mis des protections, j'ai mis des relais pour piloter du coup les équipements de la 205. Et en fait, voici comment est partitionné l'avant. Donc j'ai mis des caches, c'est du cache en caoutchouc, hein, juste pour présenter, pour piloter du coup l'alimentation des pédales, des LED, la direction, du PC, du VCU, du 220 volts, et ensuite les deux batteries de la Peugeot, donc la batterie moteur et la batterie qui est dans le coffre que j'ai rajouté. Voilà, donc la platine elle est au-dessus en rouge pour piloter les éléments un par un, et la powerbox elle est en dessous. Toute beauté. Le VCU, pareil, je vais couper court parce que c'est trop long. Le VCU, c'est véhicule control unit. C'est un calculateur qui est dans les véhicules modernes. Et la 205, on n'en a pas. Du coup, je m'en suis fabriqué un sur une planche en bois. Attention, vous n'êtes pas prêts. C'est bordélique. C'est une carte fait maison, du coup, avec des Arduino, des relais, des fils recyclés et tout, qui permettent justement de récupérer les informations des capteurs, des températures, tout, et ensuite piloter la direction, les pédales, vraiment tout. Et c'est un bout de cerveau de la voiture. Mais c'est plus la partie robotique. Ensuite, j'ai mes lidars, mes caméras. Donc j'ai mon Uster qui est ici et mon Velodyne. C'est une marque. C'est pareil des lidars de 16 couches. Et sur ce côté, mes caméras. Fish Eyes, donc Fish Eyes, c'est vue en 170 degrés. Et ma caméra que je vous ai montré tout à l'heure, en profondeur.
Tac. Donc, niveau informatique, j'ai un simple PC, bidon. En fait, le logiciel est tellement bien optimisé qu'il fonctionne sur des petits PC embarqués, faits pour du client. Et dans ce PC contient du coup les logiciels que j'ai développés. Il contient le logiciel de Action. Donc, Action, ça vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'action mécatronique du véhicule. Perception de percevoir et décision pour décider. Il y a également IHM, c'est pour l'interface graphique tactile de l'écran, et Vision qui est un complément de perception. Je vous montre après ce que c'est que Vision. Et dans Action, nous avons quelques éléments qui sont assez concrets. Par exemple, ici, nous avons Direction Data qui contient les éléments actuels physiques du véhicule. Et ben, c'est grâce au VCE que vous avez vu tout à l'heure. Ces informations sont envoyées au PC. Lui va les afficher, il va les envoyer à Décision. Et Décision va recevoir ces informations. Notamment left-topper, c'est les capteurs de butée, gauche et droite, la position de la direction. Si Décision décide de mettre, là dans Desired Angle 0 et mettre 20 degrés, et ben on va voir en temps réel du coup la valeur passer de 0 à 20 degrés mécaniquement. Et Décision le voit en temps réel, le volant bouger. Ce qui permet de pouvoir savoir la vitesse du volant, si le volant ne galère pas trop, etc. pour mettre plus de puissance ou pas. Pareil pour les pédales, pareil pour la température, l'état actuel du véhicule, s'il y a un humain qui est sur le siège ou pas. Le comportement est différent, mais si vous avez des questions, je vous laisserai poser après. Et notamment le mode autonome, si on l'a autorisé ou pas. Et si l'ordinateur l'autorise aussi, parce qu'il faut deux consentements. Voici Perception. Je vais aller vite parce qu'on dépasse les 30 minutes. Perception, c'est le logiciel pour percevoir son environnement. C'est le logiciel que j'ai développé fait maison avec le moteur 3D en C#. Donc c'est lui qui va piloter avec Décision, enfin il va envoyer les informations à Décision. Voilà, sous forme de nuages de points, ces cubes rouges sont envoyés à Décision. Donc du coup, Décision recevra uniquement ces espèces de cubes rouges. On a aussi du coup le module Vision qui va compléter ces cubes rouges en envoyant ce qu'il y a devant le véhicule et sur les côtés, pour pouvoir assembler les cubes rouges avec du coup personne, laptop par exemple. Du coup, ça permet d'avoir une information sur qu'est-ce que c'est cet obstacle qui est devant moi. Et notamment segmenter les routes. Donc là, c'est un exemple dans la campagne, sur la route et l'herbe, de pouvoir séparer les deux parties et dire à la voiture, tu restes dans cette route et tu vas pas ailleurs. Ok, bro. Et en fait, tout ça, c'est envoyé à Décision aussi. Donc ça, c'est un exemple, je suis dans mon bureau et à Lyon, dans les routes. On voit les voitures, etc. Et avec un pourcentage de probabilité que ce soit une voiture ou un piéton. Et ça, c'est le logiciel Décision, il ressemble aux autres. La différence, c'est que lui, il est uniquement là pour recevoir les données côté perception et recevoir les données côté action, donc VCU, et pouvoir dire, OK, je vais tracer un itinéraire, tu vas à gauche à tant de degrés, ou à droite à tant de degrés, et tu vas à telle vitesse. Et en fait, toutes ces informations-là sont envoyées au module de action, qui va dire, OK, j'ai reçu ces informations, je les envoie à VCU, et c'est le VCU qui va devoir se démerder pour aller à telle vitesse avec tel angle de direction. Et voilà. Donc s'il faut aller de 20 à 10 km/h, le VCU tout seul va dire ok, faut freiner un petit peu, et ensuite il faut mener l'accélération si jamais je passe en dessous de 10 km/h, etc. Voilà, tout est piloté comme ça. Et ça, c'est IHM, c'est juste l'interface graphique de l'écran tactile. Je vais très rapide parce que du coup, la 205 a été présentée. J'étais invité aux 40 ans de la 205 pour présenter le public, pour divertir le public. J'ai rencontré l'équipe de TMC Direct Auto qui sont venus m'interviewer, le directeur du musée. Donc il y avait une foule immense autour de ma 205 parce qu'elle était un peu bizarre. Et ensuite, j'ai eu droit à mon petit article par Marie Lisac. J'ai aussi été invité à Montmoreau pour présenter la 205 pour les 40 ans de la 205 à Lons-le-Saunier. Donc j'étais troisième dans un prix de classe apparemment. Je ne sais pas qu'il y avait un concours, mais du coup il y avait un concours. Et ensuite, à Vesoul, à Stellantis, sur le musée. Et là, je vous dis un petit truc. Au-delà du public, il y a un personnage qui est à côté de moi, sur le 205. Et c'est Wade Garcia, c'est le créateur du moteur de Z3D. Et comment ça se fait qu'il est là? Parce qu'il habite Vesoul. Et du coup, c'est l'occasion qu'il puisse voir son projet dans la 205. Et là, je vous dis qu'il était très heureux quand même. Et du coup, on a corrigé des petits trucs, mais ça ne faut pas dire. Voilà, et j'ai rencontré des youtubeurs très célèbres. On a encore contact aujourd'hui et franchement, je suis super content parce que je les revois encore aujourd'hui et on a encore gardé contact. Dernière vidéo, et après c'est fini. Je vous montre une vidéo que j'avais filmée en septembre. Où en fait, on voit la 205 fonctionner autonome. C'est pas parfait, mais c'est visible. Je vous laisse voir ça.
Donc là, vous voyez décision qui a tracé en vert. Sauf que c'est l'ancienne version, lui, il trace sur toute la largeur de la route. Il y a un petit bug qui s'arrête. Et tant pis, ça part. Ouais, vous allez dire 3 ans juste pour ça? Oui, clairement. Donc voilà, bah, merci de m'avoir écouté. Encore une fois, j'ai coupé court énormément de choses. Je me suis privilégié sur mon projet parce que c'est une occasion de pouvoir aller en profondeur du sujet de la voiture autonome grâce à un bel exemple et en plus open source parce que je parle de tout sans cacher quelque chose parce que rien n'est confidentiel. Je suis très open et c'est un projet qui a but open source. Donc voilà, bah, merci beaucoup pour m'avoir écouté et je vous laisse libre vos questions, que je suis sûr qu'il y a peut-être des questions. Voilà, merci. Ben, merci à toi déjà. Moi, je suis QA de base. Comment tu arrives à gérer des choses qui vont... Enfin, là, c'est dans un garage, donc tu maîtrises à peu près l'environnement. Mais je suppose que tu as déjà réfléchi à après, donc dans un Oui. environnement qui est moins contrôlé. Comment ça se passe, un objet qui arrive devant, et comment c'est géré, ce genre de choses-là, tout ce qui est imprévu, en fait? Intervient la partie perception et décision. Ouais. Je vais revenir sur une diapositive. Ouais, quand on le voyait devant, où il identifie l'objet, et après, je suppose que tu l'envoies vers la partie prise de décision, et il décide que c'est un objet qu'il doit éviter, quelque chose comme ça. En fait, c'est que perception va bêtement voir ce qu'il voit et l'envoyer à décision. Et en fait, décision va pouvoir suivre un véhicule qui est en face, et notamment que ce soit les lidars ou les radars, il va voir ce même véhicule va pouvoir s'approcher vers nous. Donc en fait, visuellement, en fait, la perspective fait que par les caméras, on voit pas les véhicules venir vers nous, vraiment. Voilà, on la voit juste grossir parce elle arrive vers nous. Par contre, les capteurs lidar peuvent vraiment mesurer au centimètre près la vitesse du véhicule La qui arrive. vitesse. Et en fait, avec ces informations-là, ils vont dire, bah tiens, cette voiture arrive à quelques km/h. Voici le chemin possible qu'il peut prendre. Donc, il va vous dire, bah, il veut potentiellement tourner à gauche, à droite. Ah, une autre voiture, donc il ne pourra pas tourner vraiment à droite. Et en fait, il va pouvoir, dans son environnement de perception, du coup, de décision, de tracer les itinéraires des autres voitures potentielles. Et la voiture va pouvoir se fouiller entre. Prévoir un trajet en fonction de l'évolution de ces véhicules. Exactement. C'est exactement ce que fait Tesla. Elle peut prévoir même les accidents des autres, parce que la voiture ne fait pas que pour elle-même, elle fait aussi pour les autres. Elle fait des bip bip, paf, on voit un accident se produire à côté, et on est bluffé. Voilà, mais actuellement, c'est pas le cas. Actuellement, la voiture freine à tout obstacle, et dès qu'il y a un truc sur son itinéraire, bah, ça fait un bip bip et ça s'arrête. Pour l'instant, j'en suis pas là. Ça va très bien. Oui, c'est déjà un sacré boulot déjà. Merci. Merci. Moi, c'est Moussa Sissoko. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, je crois. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette présentation-là. Franchement, c'est vraiment de la qualité et je suis très content d'avoir assisté à ça parce que Merci. ça parle vraiment de sujets que tu maîtrises, d'actualité aussi. Et c'est quelque chose, on sent vraiment que tu as cette envie, tu as eu beaucoup, beaucoup de courage à aller dans ce projet-là. Et encore un exemple, hein, qu'il faut jamais abandonner ses rêves, même quand on essaie de mettre les bâtons dans les roues, quand on t'a viré, donc ça t'a donné une opportunité d'avancer sur ce projet-là. Et Exactement. moi, ma question, c'est de savoir, est-ce que c'est un projet que tu mènes à temps plein ou c'est un projet c'est un side project, quelque chose que tu fais à côté, en parallèle avec une activité principale? Ça, c'est ma première question. C'est un projet que je fais dans le garage quand j'ai du temps libre, c'est de la passion. Et dès que j'ai l'occasion de le présenter, c'est là que je prends ma journée éventuellement pour aller justement faire un peu de pub sur mon CV à 4 roues. Parce qu'en fait, c'est juste un CV sur 4 roues, je ne vends pour l'instant rien. Il n'y a rien de commercial. D'accord.
Et ça a pris combien de temps à peu près pour réaliser un résultat comme ça? Est-ce que tu as quand même eu un temps où tu as travaillé que sur ça ou quand même tu as continué à travailler, sur ce projet-là, un side project, en menant une activité principale? Bah, tout au long du développement de mon projet, j'avais une activité principale et c'était, oui, que les soirs, quand je rentrais, de temps en temps chez moi, Tu as des enfants? non, justement, heureusement, j'en profite. Ouais, je te pose toutes Non, ces j'allais voir questions-là parce que moi, c'est quelque chose aussi, qui m'intéresse de faire des projets side project, des choses que je fais, souvent, mais je trouve que c'est très compliqué parce qu'on a une activité principale qui nous occupe, toute la journée. oui. Voilà, donc en tout cas, je te dis bravo et la dernière question, c'est vraiment savoir, est-ce que les voitures autonomes aujourd'hui, on est encore prêt à se lancer, vraiment à se jeter corps et âme, à s'abandonner aux voitures autonomes? Un passager qui monte dans une voiture autonome, même si la technologie qui est derrière, elle est quand même assez sûre. Est-ce qu'aujourd'hui, on est à ce stade-là de dire qu'on va prendre des passagers, mettre dans une voiture autonome et les laisser partir à une destination, cartographiée ou non cartographiée? Est-ce Et qu'on a bah, assez de confiance aujourd'hui pour ça? oui, en Californie, il y a actuellement des taxis robots qui tournent et en fait, on est en train de voir comment le monde réagit, comment la société réagit face à ces véhicules et on se rend compte que, bah, les gens n'aiment pas ces voitures autonomes. Pas parce qu'il fait que des accidents, mais c'est le fait que ça remplace les chauffeurs. Donc pour eux, c'est héréditaire alors qu'en fait, le véhicule, enfin, c'est une hérésie pour eux, alors que la voiture est juste à limiter une section d'une portion de la ville. Et en fait, le peu d'accidents qu'il y a, c'est très souvent, c'est l'humain qui est en tort. Et là, dernièrement, il y a eu ça a tourné pendant 2 ans. Donc c'est vraiment, sans chauffeur. Il y a beaucoup de vidéos, on voit les passagers filmer le volant et on voit la voiture, aller, divaguer dans les routes. Ils sont impressionnés, enfin voilà, il y a beaucoup de trucs sur TikTok aussi. Et malheureusement, il y a eu un dernier accident qui a fait arrêter toute la flotte et même Google. C'était, la voiture, il me semble que c'était la voiture Yamo. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une voiture qui a accidenté un piéton. Le piéton était projeté et en fait, en étant projeté, il est tombé devant la voiture, mais par terre. Il s'est retrouvé sous les roues de la voiture autonome. La voiture autonome ne l'a pas vu, elle a freiné, puis il a réaccéléré. Sauf qu'il a fait traîner la personne sur 5 mètres à peu près, le temps de se mettre en arrêt d'urgence. Et bah, le fait d'avoir traîné la personne au sol, bah, ça a mis en faute la flotte des voitures autonomes. Alors qu'un humain l'aurait vu un bout de corps passer sous la voiture, bah, je pense qu'elle serait freinée. Mais c'était improbable qu'un humain se retrouve projeté sous les roues de la voiture autonome. C'était pas prévu ce scénario. Et donc, du coup, ça a arrêté toute la flotte. Donc, en fait, je peux dire un gros oui, notamment chez Zox et Amazon Cruise, et notamment Navia, parce que Navia ont des chemins vraiment prédéfinis et ils ont eu aucun accident à part du côté humain. Mais une voiture qui est lancée à l'improviste sur des routes sans cartographie, c'est vachement plus dangereux, mais c'est beaucoup plus open. Je sais pas comment expliquer la chose. C'est un peu comme fait Tesla. Mais Tesla, ils ont un souci, c'est qu'Elon Musk veut se baser que sur des caméras et pas les lidars, parce que les lidars, ça coûte cher. Et en fait, avec les caméras, malheureusement, il y a des effets optiques, il y a le brouillard, ça, voilà, la pluie, ça gêne. Donc, il faut faire vraiment ça dans des conditions idéales. Ouais, très bien. J'ai énormément de questions dans ma tête, mais bon, je ne veux pas monopoliser un peu la séance. Je laisse la parole aux autres. Merci en tout cas, merci beaucoup, pour cette, Merci. présentation. Pas de C'était vraiment souci. intéressant. Merci. Moi, j'ai une question aussi un peu en lien, avec, ce que Moussa t'a demandé. Bah, déjà, en tout cas, je rejoins Moussa, hein. Merci pour cette présentation. C'était très complet et je trouve que c'était bien expliqué, vraiment. Merci. Et puis bravo aussi pour ce beau projet. Ma question, c'est, peut-être un peu plus précis. Selon toi, c'est quoi l'avenir de la voiture autonome en France et auprès des particuliers? Alors, malheureusement, auprès des particuliers, ça risque d'être un sujet fâcheux. Il y en a qui sont pour la sécurité routière et d'autres qui sont plus anarchiques. Je m'explique, ils sont plus moi, je veux ma voiture, je veux pas de robots qui peuvent planter, voilà, ils ont toujours le côté négatif de la voiture autonome. Et avec ces perceptions, on a les mêmes en Californie. Et au final, bah, ça risque de pas bien se développer et qu'on y risque d'avoir des voitures accidentées volontairement pour arrêter la flotte.
C'est ce qui risque d'arriver en France. Là, actuellement, il y a beaucoup d'explantations des voitures autonomes qui roulent avec Mercedes, Navia, EasyMiles. La différence, c'est que EasyMiles et Navia, ils roulent dans des chemins privés et dans un chemin prédéfini. Donc jamais pourront faire un accident en sortant de la route. Et eux, par contre, sont un peu mieux acceptés. Donc c'est genre pour relier l'aéroport avec une université, avec une boucherie, je ne sais où. Et actuellement, s'il faut que la voiture autonome se développe, ça serait très compliqué de faire accepter ça à la société, sauf pour ceux qui prônent la sécurité routière, et notamment ceux qui ont eu des accidents. Ils auraient peut-être aimé avoir une voiture autonome en face d'eux et pas un chauffeur alcoolisé. Et dans le cas, si ça vient se développer, parce qu'il y a une majorité de personnes qui accepteraient le robot sur les routes, ça serait effectivement pour la sécurité routière, notamment pour ramener des personnes en soirée, euh, pour les personnes qui n'ont pas de permis, etc. Donc il y a beaucoup plus, il y a beaucoup moins aussi. Donc ça serait un peu compliqué. C'est bien la question que je te réponds. Ok, ok, je vois. Merci. Une question pour moi. Alors, je rejoins Moussa et Camille sur les précédents messages. Effectivement, une présentation de qualité qui, je pense, a su s'adapter aussi au public qui avait peut-être peu, voire pas du tout de connaissances sur le sujet, ce qui m'a parlé. Donc voilà, j'ai effectivement appris beaucoup de choses. Donc merci Sébastien. Ma question, au stade de l'évolution de ton projet aujourd'hui, quel est peut-être le plus gros défi technique que tu as eu à rencontrer? Alors le plus gros, c'était robotiser le volant. Ça n'a pas été très simple au début. Je suis passé par plusieurs prototypes de moteurs, j'ai cru que ça allait pas marcher parce que je ne trouvais pas ce qu'il fallait. C'est que je trouve finalement un moteur de direction assistée. Je me dis, mais oui, il faut pas être idiot, ça existe, hein. Et ensuite, les pédales, notamment l'embrayage, qui est dans une voiture mécanique avec une boîte manuelle. L'embrayage, c'est ce qui va faire avancer le véhicule. C'est pas l'accélérateur, c'est vraiment l'embrayage. Et l'embrayage, en fait, il y a 20 kg de poussée qu'il faut dans le genou. Et je n'arrivais pas à trouver une pièce qui pouvait faire face à une pression de 20 kg sur un petit point. Et ça, par contre, ça a été très frustrant. Je me dis, en fait, mon truc risque de s'arrêter là parce que c'est pas crédible d'une voiture autonome où c'est toi qui gères les pédales. Et j'ai finalement trouvé, c'est passé. Et maintenant, le défi actuel, et qui est encore aujourd'hui le cas, c'est le module décision. Tout le côté de prédiction des itinéraires des autres entités, donc les autres véhicules. Cela, ça sera un gros challenge pour moi. Et parce que tout ça, je ne connaissais pas, j'apprends tout sur le tas. Et je regarde des vidéos exemples de ce que font les voitures autonomes aujourd'hui, comme leur image, où en fait on peut voir en 3D ce qui se passe. Et en fait, en regardant ce que fait la voiture autonome, je peux imaginer ce que moi je pourrais faire de mon côté. Et voilà, je m'inspire visuellement de ce que font les autres, mais pour les développer, les coder, c'est une hérésie de mathématiques, d'algorithmes, de prédiction, c'est un gros bordel, ouais. Donc mon défi actuel, c'est la partie décision, la partie intelligence. Ok, merci beaucoup. Merci. Romain, on s'était croisé un petit afterwork il n'y a pas longtemps. Oui. Merci pour la fraise. Je rebondis justement sur cette partie de décision parce que c'est un sujet que je suis un petit peu les voitures autonomes. Et tu dois suivre aussi énormément ce qui se passe au Canada sur les voitures qui se font arrêter comme ça avec juste un cône sur le capot, Oui. qui est donc un facteur extérieur qui met un peu la voiture en sécurité. Et à date, toi ou même globalement, je n'ai pas la réponse, c'est est-ce qu'il y a des solutions justement pour parer un petit peu ces blocages-là et arriver à débloquer un peu le système décisionnel au moment où il y a un facteur extérieur qui justement le bloque et pour pas qu'il reste toute une éternité comme ça bloqué et qu'il arrive quand même à un moment à avoir le déclic justement de déblocage et pouvoir quand même continuer sur son process habituel. Le problème, c'est que pour le cas du cône, au début, le cône a été positionné devant le véhicule pour l'arrêter. Sauf que les développeurs ont joué le jeu, c'est bon, on voit le cône, il suffit de le contourner, enfin, marche arrière, le contourner.
sauf que là, le cône est devant des capteurs et ça bloque un peu la vision avant du véhicule. Et en fait, devant, il y a une caméra, elle est là, elle est importante. Et si elle ne voit pas, bah, en fait, elle se met en sécurité. J'ai dit, bah écoutez, je vois pas, donc je m'arrête là. Donc malheureusement, il faut un truc qui pousse le cône, je sais pas, mais c'est ouais, c'est bloquer le champ de vision du véhicule et notamment éventuellement un lidar qui est sur toi aussi. Ok. Malgré qu'il y a des capteurs devant la carcasse, enfin devant le châssis du véhicule, mais ça suffit pas. Donc pour ça, malheureusement, ouais, on peut contourner certaines choses, mais ce qui bloque vraiment le visuel des capteurs, bah, c'est mort, c'est physique. Yes, ok, je vois. Merci. Merci. Parce qu'il n'y a personne, Moussa, si tu as éventuellement tes autres questions. Ouais. Et juste encore une dernière question peut-être. Ce que je remarque là, en fait, tu as dû rencontrer plusieurs problématiques. Enfin, les problématiques, en tout cas que je vois, c'est de deux ordres. Il y a le hardware, les composants, la mécanique et le software, tous les programmes. Et du coup, aujourd'hui, tu mettrais la balance de ton travail, l'essentiel de ton travail, de quel côté? C'est dans le software ou c'est dans le hardware? Waouh. C'est super chaud à répondre parce que Ah, j'ai commencé le software, j'ai commencé à faire des tests sur le bureau et quand j'ai su que je pouvais déjà piloter des choses sur le bureau, et ben, j'ai commencé à attaquer les travaux de 205. Donc j'ai fini la restauration. J'ai commencé à démonter tout tableau de bord. Je n'y connaissais rien en mécanique de base. Je démontais le volant. Je me dis, attends, si je démonte, est-ce que je serais capable de le remettre ou pas? Je suis passé une grosse partie du temps sur la mécatronique parce que je pars de zéro. Il n'y a aucune aide. J'achète les pièces sur AliExpress. J'ai eu peut-être 300 € de perte de pièces, même ça vaut pas cher. Mais j'en ai tellement acheté pour tester. Ah, ça marche pas, vas-y, j'essaie une autre gamme. En fait, bah, j'ai passé des mois à aller attendre des pièces en livraison. Et pendant ces temps d'attente de livraison, bah, je repasse sur le logiciel pour m'avancer un petit peu. Et puis après, je repasse sur la mécanique. Dès que je reçois la pièce, ah putain, ça va toujours pas. Et hop, c'est reparti. Je recommande une autre pièce. Et j'ai eu beaucoup de galères à adapter les pièces. Et maintenant, je sais comment il faut faire. Et bah, si je dois le refaire sur une Note 205, et bah, j'y passerai peut-être 2 semaines à le faire. Mais aussi l'avantage du côté logiciel, c'est que je laissais ma 205 allumée dans le garage, pas le moteur, mais juste l'informatique avec une prise de charge T2. Et de chez moi, je pouvais programmer la 205 dans le bureau, au calme. Et je pouvais voir ce que voit le lidar dans le garage, même s'il est éteint. Et du coup, je pouvais continuer à coder en étant dans le bureau. Donc c'était pas mal aussi. d'accord. Donc, Et du coup, côté logiciel, il y a eu beaucoup de des logiciels qui ont été commercialisés, mis en disposition libre utilisation, ou c'est des choses que tu as codées. Et essentiellement, c'était de quel langage quand tu as fait le soft? alors, j'avais travaillé chez Navia et eux, ils utilisaient la technologie ROS, ROS, avec du Open, je sais pas quoi, AI, machin. Et en fait, quand je ne maîtrisais pas tout ça, j'ai commencé à détester ces trucs. En fait, ces choses faisaient tout à leur place. Et les développeurs, ils font 2-3 boutons, ils sont pépères. Et je me dis, mais c'est pas des vrais développeurs, ça, c'est frustrant. Et en fait, j'ai jamais apprécié des logiciels tierces où tu es dépendant d'une licence, d'une mise à jour, de ci, de ça. J'ai toujours apprécié faire moi-même les choses, que ce soit à la maison, avec mes bricolages, mes cartes électroniques. J'aime bien tout faire maison. Et mon challenge, c'était faire mon propre logiciel voiture autonome qui m'a plus-value pour prouver que je sais faire de A à Z, clairement, une voiture autonome, dont le logiciel. Donc tout était codé en C pour la partie électronique, C++ pour la partie détection par intelligence artificielle, et C# pour tout le reste. Donc perception, décision, la 3D, etc., sous DirectX. Et puis voilà. La seule partie dépendante de librairie extérieure, c'est la partie détection par intelligence artificielle, parce que je ne vais pas réinventer la roue, parce qu'il y a 3 ans de travail là-dedans, j'ai pas envie de mettre là-dedans. Et j'ai utilisé une technologie qui s'appelle YOLO DeepSort. Je sais pas si ça te parle. C'est open source. C'est un copier-coller, c'est même pas le code, c'est juste un module que je colle dans mon truc et que j'appelle dès que j'ai besoin d'identifier une image.
Et après, c'est moi qui labellise, qui fait contour sur l'image pour le packager et l'envoyer dans Décision. Mais la partie neuronale, c'est pas moi qui l'ai faite. J'ai pas envie de me lancer là-dedans, c'est un gros challenge et il y a déjà des choses performantes qui marchent déjà. D'accord. Et le logiciel que tu as développé, c'est celui, c'est ça? C'est Le logiciel que tu as développé, c'est quoi son nom déjà? C'est C'est celui? Hein? F2LY. Et du coup, ce logiciel, il est en open source ou tu Pas le encore. gardes? Pas encore, Pas d'accord. encore parce Ok. qu'il n'y a rien de fiable et j'ai pas envie que les gens s'amusent à le tester et planter leur voiture. Après, je dis ça, c'est dans le but, au fait, de trouver aussi une communauté qui participe au projet pour le faire grandir, Oui, tout à je sais fait. pas, pour t'apporter un coup de main, parce que des fois, ça peut accélérer certains projets, quoi, Tout à fait dans une d'accord. communauté. Ouais. Avant, je préfère poser ma base pour Ouais. être sûr que j'ai ce que je voulais de base. Et dès que ça marche, vas-y, je vous laisse améliorer ce qui marche déjà. Et moi, je serai plus là-dedans. J'attends que tout est OK avant de libérer D'accord. la source. Ok. Je te remercie. Merci à toi. Il reste 5 minutes si quelqu'un a des questions. De toute façon, j'imagine que si quelqu'un s'intéresse un peu plus, il peut se rapprocher de toi, se renseigner un peu plus pour avoir plus de détails sur la Oui, voiture autonome, sur ton projet. tout à fait. J'ai cru à un instant T que Peugeot allait éventuellement me démarcher quand je l'ai présenté à Sochaux. Ouais. Et le directeur commercial de Peugeot et dont le directeur du musée de l'aventure Peugeot, qui contient tous les véhicules de collection. Et en fait, on s'est échangé nos contacts. Il m'a même republié la publication sur LinkedIn, etc. Donc c'était très valorisant. Et Ouais. sauf que voilà, il n'y a pas d'aboutissement parce qu'ils ont déjà leur R&D qui travaille sur la Peugeot autonome, conduite à assistance autonome. Et donc j'ai pas d'intérêt à forcément apporter ma plus-value parce qu'ils ont déjà toute une équipe. Et moi, justement, ça, je reviens à ce que parlait Moussa sur la dépendance des autres librairies et logiciels. C'est que tous les constructeurs sont dépendants de logiciels type ROS, OpenAI, tout ça, parce qu'il y a déjà un travail déjà fait à l'intérieur et il veut pas s'emmerder à tout faire. Et moi, je n'aime pas ces logiciels et j'ai tout fait de zéro. Et la plus-value que je peux apporter, c'est compliqué d'être compatible avec des choses qui est déjà basé sur des logiciels qui sont pas faits par eux. Donc ouais, j'ai eu l'espoir qu'il y a un aboutissement, mais finalement, pas plus que ça, et c'est plus de la prestance finalement. Puis un CV sur 4 roues. D'accord. Est-ce que tu pourras m'envoyer ton support Ouais, utilisé? Je le transmettrai à tout le monde avec le lien du replay du meet-up. Voilà, pour parfait. ceux qui souhaiteraient le revoir ou pour les personnes qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, ils pourront le regarder. Ça marche. Eh Parfait. ben, merci Sébastien pour cette présentation et merci à tout le monde pour les questions, pour voilà, votre présence. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau meet-up. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Merci, Merci bonne journée. Sébastien, Salut. merci à tous. Salut.